Bonjour à tous, Guns et Fenot, bienvenue sur But Football Club pour notre traditionnel talk show olympique lyonnais, un talk show en forme de point-étape en cette trêve internationale, après la fausse note face à Toulouse et avant la reprise des Gaunes ce samedi 17h du côté de Nice. Pour la première fois, le talk show est en direct cette semaine avec un invité de prestige, un très grand nom de l'OL. Il a porté les couleurs du club de 2004 à 2012, il a été éducateur ici avant d'amorcer une carrière d'entraîneur, il est actuellement le président d'OL Légende. On accueille le policier, monsieur Cristiano Marquez Gomez. Chris, bonjour Chris, ravi de te Bonjour retrouver dans Alex. l'émission. Bonjour, c'est un grand plaisir de participer de cette émission. Alors justement, vous avez commencé avec OL Legend. Vous avez commencé un premier match hier face à Colombier et Saunieux. Déjà, comment ça s'est passé? Écoute, tout s'est bien passé. C'était un match où on a retrouvé les copains, les amis dans nos vestiaires, etc. On a bien rigolé. Le match, c'était assez facile. On a gagné 9-0. Donc, mais le plus important, c'était de pouvoir se rencontrer, de pouvoir lancer le projet OL Légende. Et maintenant qu'à lancer, trouver des matchs, on parlera de ça plus tard. C'est ça, dans la dernière partie, on va évoquer OL Legend, qui est quand même un gros projet. Mais d'abord, on va parler de l'OL, de l'actualité de l'OL. On va d'abord commencer, juste avant de démarrer, par les recommandations d'usage. L'espace commentaire est ouvert. Le replay sera disponible, évidemment, parce qu'on a bien conscience que c'est une nouveauté. Donc, forcément, un live le lundi matin, ça risque de te surprendre. Mais bon, pas de soucis, pas de panique. Ceux qui voudront le voir en replay pourront le voir en replay et ils pourront prendre le temps. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à nous booster, bien sûr, à vous abonner à la chaîne. On est passé quand même de 3300 abonnés quand on a lancé les talk shows il y a 7 mois à plus de 7000 aujourd'hui et ça continue de monter à un bon rythme, donc c'est cool. Voilà, on va commencer maintenant. On va parler des internationaux au premier. Enfin, je vais beaucoup plus parler que toi des internationaux, mais je vais te poser quelques questions quand même. Alors voilà, on va faire un petit point. Ils sont 13 sous les drapeaux puisque Dominique Greif est finalement resté à Lyon suite à un problème de transport avec la Slovaquie. Déjà, Chris, qu'est-ce que ça dit de la santé de Lyon d'avoir à nouveau 13 internationaux comme dans les belles années du club? Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu 13 internationaux, même s'il y a beaucoup de jeunes. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup des internationaux. Je pense que ça fait du bien pour le moral des joueurs de partir en équipe nationale, d'échanger un peu euh, leur vie dans nos clubs. Donc, ils vont retrouver un autre coach, d'autres joueurs. Donc, ça va renforcer leur mental et de casser un peu ce rythme ils viennent de passer à Olympique Lyonnais. Donc, ça fait plaisir de voir autant des internationaux partir. Justement, on va rapidement faire le point sur les calendriers de chacun, parce qu'on va en profiter. Là, on est à mi-étape dans cette trêve internationale. Déjà qualifié pour la Coupe du Monde, Nicolas Tagliafico a joué 45 minutes en amical avec l'Argentine face au Venezuela. Tessman a rejoué avec les USA contre l'Équateur, 90 minutes pour lui. Les deux rejouent dans la nuit de mardi à mercredi. Zone Europe maintenant. On avait 3 joueurs sur le pont dans les qualifs du mondial. Malik Fofana est rentré à la 74e minute du match de la Belgique face à la Macédoine du Nord, qui s'est fini par 0-0. Les Belges de Rudy Garcia sont actuellement à 1 point derrière les Macédoniens, mais avec un match en moins. Ce soir, ils seront au Pays de Galles. Pas encore qualifiés, donc. La République tchèque de Pavel Schulz et Adam Karabec maintenant, parce que ça nous intéresse pas mal. Ils ont déjà joué leurs 2 matchs, donc ils vont revenir à Lyon dans les prochaines heures. Il y a eu contre la Croatie, 0-0, et contre les Féroé, défaite 2-1. Alors, Schulz a beaucoup joué, 76 minutes le premier match, 70 le second. Karabec n'est rentré que sur le second match, mais il a marqué. Par contre, la République tchèque s'est mise en difficulté en perdant justement au Féroé. Zone Afrique, le Sénégal de Moussa Niakhaté, titulaire face au Soudan du Sud, pourrait composter son billet pour le mondial mardi soir à Dakar face à la Mauritanie. Du côté de Clinton Mata, il était appelé dans le groupe face à l'Angola contre Estainaoui mercredi dernier, mais il n'a pas joué. On va voir s'il jouera contre le Cameroun. Dans tous les cas, l'Angola ne verra pas le mondial. Notons qu'il y avait 5 jeunes en sélection aussi et que pour finir, Enzo Molébé a marqué et Khalis Mera s'est montré avec les jeunes. Alors toi, tu as connu ces périodes internationales des deux côtés, Chris, y compris quand il fallait rester à Lyon. On a vu que la semaine dernière, elle était un petit peu tranquille côté lyonnais.
Comment on travaille durant ces périodes justement de semaines où quand on reste à Lyon et qu'on est en groupe réduit, on fait quoi? Oui, c'est vrai que c'est pas évident de rester dans un groupe réduit avec 10 joueurs, je pense 10 à 12 joueurs au lieu de 25. Donc, c'est pas évident. Donc, le coach, il doit adapter, il doit récupérer des joueurs de la réserve pour pouvoir travailler du jour réduit. Par contre, tactique, il peut pas travailler parce que la plupart sont titulaires et la plupart sont en équipe nationaux. Donc là, il faut vraiment travailler individuellement, par exemple, travailler physiquement, certains qui ont besoin aussi, et faire des oppositions à l'intérieur ou avec l'équipe réserve, ou avec entre eux. Mais c'est vrai que c'est pas évident de rester au club quand il a la plupart pas en équipe nationale. Justement, quand on est joueur à ce stade de la saison, on sait que les matchs internationaux sont pas toujours décisifs ou très intéressants, surtout en Amérique du Sud où c'est que des matchs amicaux actuellement quasiment. Est-ce qu'on préfère être appelé ou souffler un peu, ou des fois on se dit mollo, si je peux rester à la maison, me reposer un petit peu, ça m'évite un long voyage. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est international comme tu l'as été? Oui, c'est vrai surtout avec le calendrier aujourd'hui, avec le voyage, je ne sais pas où Tagliafico a joué, ça a joué dans l'Amérique du Sud ou en Europe, mais le voyage, il est long, la récupération, ça prend 2, 3 jours avec le décalage horaire, etc. Après, ça fait toujours du bien d'aller en équipe nationale, de retrouver les copains, de partager des moments en équipe nationale avec leurs supporters de leur pays. Moi, perso, j'avais envie de partir à chaque fois. Parce que de représenter notre pays, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Donc, c'était un moment unique pour nous. Rappelons que tu as 17 caps en équipe du Brésil. Donc, oui, 17 caps, c'est 17 titularisations, mais j'ai 42 convocations en équipe nationale. Oui, c'est vrai qu'il y a toutes les convocations où tu étais sur le banc. Comme les défenseurs, ça ne tourne pas trop. Il faut le rappeler. On va passer maintenant au quotidien, à l'actualité de l'OL et à son bilan. Alors le bilan, forcément, là j'ai la chance d'avoir l'un des plus grands défenseurs de l'histoire du club avec moi. J'ai envie de faire un focus défense sur ce bilan, en priorité avec toi. Et je veux tout d'abord ton œil sur plusieurs points. Tout d'abord, j'ai cette stat. Dans les 10 plus grands championnats européens quand même, sur le début de saison, l'OL est la 3e équipe qui fait le plus de clean sheet, seulement devancée par le FC Porto et ex-aequo avec Arsenal qui a un match en plus, donc c'est un peu plus dur avec un match en plus. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon classement. Plus on a de matchs, c'est logique qu'on soit devant. Mais ça dit quoi d'une équipe, ce genre de stat défensif quand même? C'est la sécurité. Ça veut dire que tout le monde travaille, tout le monde défend. Je ne parle pas que des 4 derrière, par exemple, les 5 avec la pointe basse, c'est le 6. Mais je parle surtout de toute l'équipe, que ça commence devant avec les attaquants. Donc, je pense que Fonseca, il a beaucoup travaillé pendant la préparation parce que l'année dernière, l'équipe a pris pas mal de buts, a encaissé des buts. Et cette année, je pense que c'était le point à toucher. Donc, de travailler défensivement. Et pour le moment, c'est réussi. Et c'est bien pour confirmer que le club, que l'équipe ne prend pas de but, et pour la confiance pour l'avenir. Donc, à partir du moment que tu ne prends pas de but, derrière, tu vas marquer parce qu'il a de la qualité. Justement, quel est le regard du policier sur la défense de l'OL aujourd'hui et ceux qui la composent plus spécifiquement, qu'on voit qu'il y a quand même, depuis l'an dernier, une vraie continuité dans les profils. Les 4 de derrière sont les mêmes. Et ça, c'est important. C'est important de se connaître. Parce que quand tu as une défense qui change à chaque fois, qu'il a des joueurs blessés, qu'il a des joueurs avec les cartons rouges, suspendus, etc., tu n'as pas de repère. Tu n'as pas de repère. Donc aujourd'hui, quand on voit la défense de l'Olympique Lyonnais, c'est la régularité. Donc ça veut dire qu'ils s'y connaissent et ils travaillent ensemble déjà à l'entraînement. Il n'y a pas beaucoup de changements.
Et ça donne une confiance de plus. Parce que, par exemple, si Mata, il va sortir, il va aller cadrer l'attaquant, Moussa, il peut venir et il peut faire la couverture. Parce que chacun connaît la manière de jouer. Et aujourd'hui, quand je vois la défense, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre eux. Et quand ils vont cadrer le ballon, ils sont près un des autres. Et ça, c'est important. Justement, on va continuer dans la défense, mais on va rentrer un peu plus dans le détail avec la slide d'après. L'OL est co-meilleure défense de Ligue 1, en tête des clean sheets dans le championnat, évidemment, mais subit quand même beaucoup de frappes. C'est pas l'équipe qui a qui a le moins d'expected goals subis. Ça en dit aussi quand même long sur la qualité du gardien. À ton époque, l'OL était régulièrement dans les meilleures défenses en prenant parfois moins de 30 buts par saison. C'est arrivé plusieurs fois, je crois, des 24-25 buts. Pour toi, c'est la clé d'une saison réussie d'avoir d'abord une assise défensive qui est très très peu poreuse. Ah oui, je pense que c'est très important quand tu ne prends pas de but, au moins tu as un point. Donc, quand tu as des joueurs qui peuvent faire la différence, qui un système qui va vers l'avant, automatiquement, tu peux marquer, tu peux créer des situations. Quand je vois les stats de l'Olympique Lyonnais, il a beaucoup de frappes en dehors de la surface, ça veut dire que si on prend le côté positif, c'est que l'équipe adverse n'arrive pas à entrer dans le bloc défensif. Donc, ça veut dire qu'ils vont tenter de frapper de loin. Donc, ça veut dire que l'équipe, elle est bien fermée, elle est bien organisée. Et ça c'est un point positif. Parce que l'équipe hein? Justement, c'est ce que j'allais te dire, c'est que y a cette stat des expected goals subis, mais il y a une autre stat qui est importante, c'est que l'OL est l'équipe qui concède le moins de tirs d'occasion sur le nombre de tirs qu'il concède. Donc ça veut aussi dire que au final, c'est des tirs un peu forcés, des joueurs qui ont été mis en difficulté par la défense et qui se retrouvent à tenter des gestes impossibles en fait. Donc c'est bien au final. C'est ça. Ou peut-être c'est une erreur de la défense, ou peut-être c'est une erreur contre l'équipe, contre la défense de l'Olympique Lyonnais. Ils vont sortir de derrière. Ça veut dire qu'il a une erreur de passe, et il a une transition rapide. Et là, ils sont déséquilibrés. Peut-être qu'il a une frappe. Mais sinon, il n'a pas beaucoup d'occasions dans la surface, par exemple, quand l'équipe est bien organisée. On ne voit pas beaucoup de occasions de l'équipe adverse. J'aimerais qu'on s'arrête sur les fins de match aussi, car si on devait trouver une faille à cette OL, c'est que cette équipe a craqué 5 fois dans le dernier quart d'heure des matchs et 3 fois dans le Money Time. Alors pour toi, c'est signe de quoi cette friabilité à ce moment-là? Est-ce que c'est un souci de concentration, de la fatigue accumulée, ou le fait peut-être d'évoluer trop bas à la fin, d'avoir tendance à trop reculer? C'est quoi? Tu mettrais sur quoi cette friabilité de fin de match relative? Je pense qu'il a beaucoup d'efforts pendant le match, que ce soit offensif, défensif. C'est une équipe assez jeune. On doit viser ça aussi, on doit dire. Peut-être qu'il manque un peu de vice pour la fin de match, en sachant que Lyon, à chaque fois, gagne le match et à la fin, il lâche un peu. Peut-être que c'est un peu de vice, je dis comme ça, hein, de garder un peu le ballon, de lever les gants pour calmer un peu le jeu, des tombées, des fois de dégager le ballon assez loin et faire sortir le bloc défensif. Donc ça, sont des vices et peut-être qui manquent un peu. Lyon, aujourd'hui, l'équipe ne peut pas jouer 90 minutes de la même manière. Donc, des fois, voilà, il a des points forts, des points faibles. Et c'est là que dans les points faibles, Lyon doit savoir comment jouer. On voit le match contre Toulouse, par exemple, qu'ils ont pris des buts à la fin, de coups arrêtés, etc. Et c'est là qu'on doit être attentif à tout ça. Hein? Quand je vois Tolisso qui parle, allez les gars, attentifs, on ne prend pas de but et derrière tu prends un but de coup arrêté. Non, tu ne peux pas, c'est interdit, surtout à domicile. Donc, tu colles aux
aux attaquants, aux défenseurs, ils ne te laissent pas bouger parce que là, c'est le moment délicat et qu'on ne peut pas lâcher. Il y a une petite question pour toi dans le chat. Penses-tu que cette année, on peut gagner le titre, même si ça peut paraître fou admettons à 5 points du premier à la trêve. Ouais. Ton avis là-dessus? Même si je pense qu'on pourra en l'évoquer un peu plus tard, mais ouais. Tout est jouable. Tout est jouable. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit Paris, on voit Marseille, même Lille. On voit des équipes qui sont en forme. Lyon, il a eu beaucoup de départs, il a beaucoup d'arrivées aussi. Donc, pour construire cette équipe, c'est pas facile. Mais le point positif, que le début de saison, personne n'attendait ça. Aujourd'hui, avec le recrutement, avec les joueurs qui sont arrivés, qui personne ne connaissait, etc., on ne disait pas que Lyon allait être aujourd'hui 4e de championnat, en train de jouer au haut de tableau. Donc, oui, c'est jouable. Après, il faut continuer à croire, à travailler, parce que ça ne va être pas facile, ça c'est sûr certain. Parce que le championnat est long, c'est pas que le début de saison. Il ne faut pas s'enflammer. Maintenant, c'est dans la continuité de travail. On va venir au mot de Moussa Niakhaté, parce qu'il y a eu une très, très belle interview de lui, d'ailleurs, chez nos amis d'Olympique et Lyonnais.com, où tu as un de tes joueurs Legend qui est consultant, enfin même 2, je crois, même si Nico Puigbois n'a pas joué ce week-end, mais Enzo Real était là. Cette interview de Niakhaté, elle est intéressante parce que c'est le patron de la défense aujourd'hui. Et toi, tu as occupé ce rôle de leader de vestiaire. Donc, je voulais te confronter à certains propos qu'il a tenus. Alors, on va commencer sur les critiques et l'autocritique. Le plus exigeant envers Moussa Niakhaté, c'est Moussa Niakhaté lui-même. Alors ça, c'est lui qui le dit. Quand les gens ont pu me critiquer l'an dernier, j'étais 1000 fois plus critique et beaucoup plus objectif envers moi-même. La question que j'ai envie de te poser, Chris, c'est justement, est-ce qu'à ton époque aussi, tu regardais les matchs et tu étais, comme lui, très dur envers toi-même, ou c'était quelque chose que tu n'aimais pas trop faire? Non, moi, j'étais très dur envers moi-même. Ça, c'est sûr certain. Je pense qu'on a du caractère. Moussa, je ne le connais pas perso, mais je vois par rapport les interviews, tout ça, quand il parle, il a du caractère. C'est un compétiteur. Moi, je ne regardais pas mes matchs. J'avais mes matchs dans ma tête. Je savais tout ce que j'avais fait. Tous. Donc, et là, d'être exigeant, oui, c'est important. C'est très important d'être exigeant avec nous-mêmes, de reconnaître qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Hein. Mais chaque match, c'est différent. C'est différent. Tu vois, il a les objectifs de chaque match. Il a des attaquants différents de chaque match. Après, il ne faut pas que ça empêche trop dans la tête et que ça fuit trop dans la tête. Il faut faire attention à ça. Il ne faut pas se mettre trop de pression. Justement aussi par rapport à ça, c'est volet critique, là, pas autocritique. Avec le recul, est-ce que tu arrives par exemple à comprendre la sortie de Jean-Michel Aulas sur les dinosaures qui avait précipité ton départ à Galatasaray? J'en profite pour te la poser parce que je ne te l'ai jamais posé finalement cette question. Après coup, avec le recul, comment tu vois cette sortie? Est-ce que pour toi c'était sévère ou effectivement t'étais plus le même Chris au moment où il fait cette déclaration? T'étais plus le joueur que t'étais Déjà, je suis pas d'accord avec le président Jean-Michel Aulas par rapport tout ce qu'il a dit à la presse à l'époque. Je pense qu'on avait une amitié déjà de président et joueur, une amitié parce que j'étais chez lui plusieurs fois. On avait une discussion des hommes et avant de sortir tout ça, je pense qu'il pouvait m'appeler, il parlait par téléphone en m'expliquant, voilà Chris, je pense que cette année, ça peut être une année de trop pour toi et j'aimerais bien que tu trouves un club, etc. Mais bon, il a choisi une autre manière de faire. Après, c'est pas la question d'être le crise ou pas le même crise des années précédentes.
oui, on arrive dans un âge qui c'est pas pareil. Le club passe c'était un changement des générations parce qu'il avait Kim Kallström, Réveillère, Michel Bastos, Juninho, Chris, plusieurs joueurs qui sont partis. Et surtout, c'était l'année qu'on ne jouait pas la Coupe d'Europe, la Champions League. Donc, et là, il a trouvé un moyen entre guillemets, de dégager les anciens. Moi, j'ai décidé de sortir parce que je respectais le club. Je respecte le club. Et j'ai vu qu'avec les propos de Jean-Michel Aulas, ça n'allait pas marcher. Ça n'allait pas marcher. Et en respectant le club, j'ai décidé de sortir parce que sinon, j'avais 1 an encore de contrat. À l'époque, j'avais encore 1 an et je pouvais rester au club, je pouvais rester sur le banc. C'était Rémi Garde, l'entraîneur. On a beaucoup discuté. Et je vous l'avais dit, j'ai dit, s'il n'a pas une proposition, s'il n'a pas un club pour partir, je reste. Après, si tu utilises ou pas, c'est à toi de décider. Mais c'est pas que j'étais décalé par rapport aux autres. C'est que le président, il voulait pas garder les anciens, surtout qu'on ne jouait pas la Coupe d'Europe. On va en venir au deuxième point qu'il évoque, c'est plutôt sur le leadership, ça, et le recul qu'il a sur son métier. Dans tous les clubs que j'ai fréquentés, je suis reparti en patron. À Lyon, ce sera la même chose. Je vis actuellement une bonne phase, mais je ne m'enflamme pas. La saison est longue. Il y aura des rencontres où je vais rater. On va sûrement perdre des points à cause de moi. J'en suis conscient. Alors, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que pour toi, être patron du vestiaire, c'est justement aussi savoir relativiser et accepter les coups de moins bien comme les périodes où on t'encense un peu plus. Est-ce que c'est ça aussi être le patron du vestiaire? Avoir ce recul sur son métier? Avoir du recul, oui. Après, d'être patron, d'être un leader, c'est automatique. Hein. Il ne faut pas forcer à être un patron, il ne faut pas forcer à être un leader. Je pense que la reconnaissance, ça vient par rapport aux matchs, ça vient par rapport à des attitudes. Par exemple, moi, je ne le critique pas, mais moi, je ne parlais pas de que j'étais un patron, que j'étais un leader, que chacun sa manière d'être patron, chacun sa manière d'être un leader. Par exemple, quand Michael Essien, il a dit « Chris, c'est notre policier », c'est pas moi qui ai dit ça. Voilà. Donc, c'est par rapport aux attitudes sur le terrain. Pourquoi le policier? Parce que Chris laissait personne à passer. Donc, c'est à nous de montrer, c'est à Moussa de montrer sa qualité et laisse les autres parler. Laisse les autres parler. Laisse le leader naturel. On va en venir à un point que j'aime beaucoup. C'est ce qu'il dit sur les jeunes. Et ça, je te parlerai d'une anecdote dont j'ai souvenir après, qui m'avait beaucoup fait rire avec toi à l'époque. Alors, les jeunes, je suis très naturel avec eux. Je leur parle comme s'ils étaient mes petits frères. Je trouve cela tellement normal de leur apporter mon vécu. Je suis très positif, mais je peux également être très méchant, car ils font des choses qui parfois me plaisent pas. Et là, j'ai pensé à un truc avec toi. Il y a un truc qui m'est revenu. Je me souviens, à l'époque, un joueur qui est avec toi, légende aussi, c'est Clément Grenier. C'était sur les années 2010-2012. Il n'était pas toujours sérieux à l'entraînement et tu lui avais collé un tacle énorme. Énorme, et il était sorti presque en pleurant de l'entraînement. Pour toi, c'est nécessaire de savoir encadrer les jeunes, d'être parfois avec la carotte et le bâton quand on est justement un taulier du vestiaire. Est-ce qu'on doit aussi parfois être un petit peu méchant pour leur faire comprendre que l'exigence, elle n'est pas là? D'ailleurs, c'est avec Clément, je prends l'exemple avec Clément, mais aujourd'hui, je suis sûr que vous en rigolez cet épisode. Vous avez peut-être déjà parlé. Oui, Clément, c'est un ami proche, on se voit souvent, on s'appelle, etc. Après, c'est pas la question d'être méchant, c'est la question, le mot méchant, c'est dur. Je pense que c'est dur à l'entraînement. Et moi, c'était pas qu'avec Clément, moi j'étais dur à chaque fois. Parce que dans ma tête, tout ce que je faisais à l'entraînement, je transférais au match. Donc, des fois, j'étais dur avec Clément. À l'époque, j'étais dur avec Gourcuff. J'étais dur avec Mathieu Bodmer. J'étais dur avec Lisandro, Baffé. J'étais dur avec tout le monde.
C'est pas parce que. C'est avec toi. Hein? Avec toi sur le dos, Baffé, il a beaucoup progressé. Quand il est arrivé, c'était un joueur profondeur. Il a changé Ouais. à Lyon. Oui, parce qu'il était obligé de protéger le ballon. Donc, et Clément, c'était, oui, c'était. En fait, l'histoire, c'est que c'était un match, c'était un entraînement après un match à Nice où on gagnait le match et je crois qu'à la fin, on a perdu, on se fait égaliser. Et Clément, il rentre, etc., avec Gourcuff, et on était tous énervés la semaine. Mais c'était plutôt une agressivité ballon. J'ai touché le ballon et j'ai touché le joueur automatiquement. Hein. Mais j'étais jamais méchant. J'étais agressif. Et ça, c'était le point fort, mon profil. Donc, oui, éduquer les gamins, oui, vous êtes là aujourd'hui, ok, la qualité, mais pour rester, ça va être dur. Il faut montrer. Ça va être pas facile. Je suis d'accord avec Niakate. Vous êtes là, ok, mais on rigole pas. Le vestiaire, c'est une chose. On va raconter des blagues, on va rigoler, etc. Mais l'entraînement, c'est sérieux. C'est très sérieux. Et là, c'est d'éduquer, c'est pour le faire progresser. C'est comme Clément. Il me dit, ah, mais Chris, j'ai progressé énormément depuis tout ce qui s'est passé. Baffé, il a progressé. Les gens, ils progressent. Quand j'avais Kahim, quand j'avais Atem, c'était impressionnant. C'était des gamins, il avait des qualités énormes. Mais avec, que ce soit moi, avec Claudio, avec Eric Abidal, avec Réveillé, Gila, Essien, les gamins, ils ont progressé parce qu'il avait des joueurs en face, c'était solide, qui rigolaient pas, des internationaux. Donc, c'est pour ça qu'ils ont progressé. J'aimerais qu'on vienne maintenant à une rubrique habituelle, c'est le focus de la semaine. Et là, j'ai choisi Hensley Maitland-Niles. Pourquoi Hensley Parce qu'on reste un peu sur la thématique défensive, mais Hensley, c'est le seul joueur qui, dans les notes de but, pour l'instant, n'a pas la moyenne à ce stade de la saison. Parce il a joué que les matchs de Ligue 1 déjà, et il a eu 3 matchs où il a été en difficulté. Sur 7 matchs de Ligue 1, ça fait quand même beaucoup. Comment tu l'expliques, toi, que ça soit lui peut-être aujourd'hui qui soit un peu moins bien, alors que l'an dernier, c'était le joueur ultra régulier, ultra fiable, même s'il avait ses trous d'air dans les matchs. Mais là, on a le sentiment que cette année, c'est plus compliqué. Est-ce que c'est seulement le fait qu'il soit sans concurrence à son poste qui fait que c'est compliqué, qu'il puisse pas vraiment souffler? On l'a vu avec des crampes, on le voit des fois très fatigué. On n'a pas l'habitude, c'est un joueur qui avait une grosse intensité les années précédentes, et là, on le voit avec des crampes à la 60e des fois, on ne comprend pas, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un joueur qui, quand il arrive à Lyon, il vient comme au milieu de terrain pour jouer à 3 au milieu, pour jouer à 2, avec une qualité énorme de passe, de jouer vers l'avant. Et de temps en temps, il jouait comme latéral droit. Aujourd'hui, son poste, c'est latéral droit. Il a débuté la saison comme latéral droit. C'est vrai qu'offensivement, il n'apporte pas grand-chose. Mais défensivement, quand on voit les stats, par exemple, c'est un joueur qui c'est à peu près dans la moyenne. Parce que les tacles aussi, il est à 70%. Après, il y a quand même 2 passes décisives. C'est vrai qu'offensivement, il apporte moins que l'an dernier, mais paradoxalement, il est un peu plus décisif que l'an dernier sur les passes, en tout cas. Après, c'est vrai que c'est sur 2 centres. Hein. Cette année, il y a une équipe. En fait, cette année, c'est plus facile de centrer dans cette équipe de Lyon parce qu'il y a des joueurs pour réceptionner. Il y a Satriano, il y a plus de centres que les années précédentes. Donc peut-être que ça peut expliquer ça. Mais je pense que c'est un joueur régulier. Je pense à un joueur régulier. Après, c'est pas qu'il est dans un moment difficile. C'est juste qu'on a vu des moments qui, au-delà de sa performance peut-être, parce que c'est un joueur qui court beaucoup, c'est un joueur qui l'a jamais, c'est un guerrier en fait. Aujourd'hui, peut-être qu'il est un peu plus dans l'intelligence, dans la vision de jeu,
de gérer, non pas gérer, mais de contrôler les efforts. Défensivement, ça va. Défensivement, je le trouve plutôt cohérent, plutôt dans le duel. Après, c'est juste offensivement, parce que si il a un joueur devant lui, que c'est un joueur de couloir. Et c'est un joueur qui va provoquer quand il a le ballon. Donc, après, c'est par rapport les coéquipiers. Donc, son couloir aujourd'hui, parce qu'avant, il avait, comment il s'appelle? Cherki. Ouais. Ryan Cherki qui jouait sur le couloir, mais allait à l'intérieur avec la casette pour faire des jeux combinés. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Aujourd'hui, Karabech, c'est un joueur de couloir. Quand je vois les matchs, il est plutôt écarté. Il va rentrer quand il reçoit le ballon. Il ne va pas faire vraiment des appels dans le dos. Donc, et là, ça bloque le couloir et ça devient compliqué. Et par rapport juste à la concurrence, je te relance là-dessus, est-ce que le fait que Koumbedi soit parti, que maintenant il n'y ait plus de spécialiste au poste, il n'y a plus que le jeune Barizic qui n'est même pas un pur spécialiste, qui est un central, il n'y a plus que Kluivert qui est un central aussi, qui est pareil, qui est un joueur avec peu d'expérience, est-ce que ça joue d'être un peu dans un fauteuil à ce poste, pas avoir de concurrence, d'être obligé de faire des calendriers? Après, il a Kluivert qui peut jouer en défense et Mata qui peut passer à la latérale aussi. Donc, le coach, il a plusieurs solutions pour s'adapter. Parce que Mata, oui, c'est vrai que Mata en défense centrale, c'est bien, il va vite, il fait la couverture, c'est un joueur expérimenté, mais c'est un latéral à la base. Oui, il a cette qualité de faire les efforts, contre-efforts. Donc, la concurrence, si Maitland Niles, il est pas bien vraiment, il a cette solution, à ma vision des choses, de changer. On va passer maintenant, tu en as parlé justement, tu as glissé un mot sur le coach, ça tombe bien, on va glisser sur lui. Parce que justement, lors de la présentation du maillot d'OL Legend, tu nous avais dit beaucoup de bien du Portugais. Tu avais dit que tu aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et on va profiter de la trêve pour faire un bilan de son début de saison avec toi. Il est plutôt positif parce que si on doit sortir une individualité du début de saison, c'est clairement le coach cette année. Par rapport au collectif qu'il a créé, au jeu de l'équipe, on l'a vu, le but contre Toulouse, il est absolument sensationnel. Je présume que tu es toujours aussi séduit par ce qu'il propose aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé par rapport à ce que tu as dit après la présentation du maillot. Moi, j'aime bien parce que l'école lyonnaise, c'est pas facile de comprendre. Attention. Voilà. Cette année, le club a recruté une équipe assez jeune. Et Paulo, je pense qu'il a cette qualité de faire progresser les jeunes. Et il a fait ça à Lille. À Milan AC, il n'a pas réussi parce qu'il n'a pas eu le temps, parce qu'ils n'ont pas donné le temps au travail. Et à Lyon, on voit que depuis qu'il est arrivé, il est un coach de possession. Et l'école lyonnaise, c'est une école avec la possession de balle. Donc, et ça nous va. Donc, on voit que l'équipe joue de derrière, arrive à garder le ballon, arrive à jouer vers l'avant. Il a des joueurs pour faire la différence. Et moi, j'aime bien le style de jeu. J'aime bien le style de jeu parce que c'est travaillé. Et ça se voit à certaines phases de jeu s'il n'a pas d'entraînement, c'est compliqué de faire. Ouais, justement, c'est ce que j'ai mis dans les plus. Au-delà des résultats, il y a une vraie patte dans le jeu. Il y a l'adhésion totale du vestiaire, pour le coup, à ses idées. Ça prend bien. Est-ce que pour toi, par rapport aux moyens dont il dispose, il parvient à optimiser tout ce qu'il peut faire avec cette équipe? Parce que voilà, une assise défensive nouvelle qui n'existait pas aussi. Il y a quand même beaucoup de points positifs. Est-ce que pour toi, c'est optimisé à 100%?
C'est pas facile pour lui parce qu'il a eu beaucoup de changements au début de saison, de l'année dernière pour cette année. Beaucoup de joueurs qui sont arrivés, beaucoup de joueurs qui sont partis. Donc, pour mettre sa philosophie de jeu en place, c'est pas facile. Donc, je pense il travaille beaucoup ça. Et on voit déjà le résultat défensivement. On voit le résultat défensivement. On voit une équipe qui est bien plus organisée, qui ne prend pas beaucoup de buts, qui a cette confiance défensive, qui est une équipe compacte. On voit que quand ils ont le ballon, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire, quel chemin ils vont suivre. Et offensivement, oui, il a la définition, il a des frappes, il a tout. Donc, je pense que le travail qu'il est en train de faire, oui, il faut reconnaître. Il faut reconnaître parce que de début de saison, il a recommencé de zéro avec Tolisso, avec Mata, avec d'autres joueurs. Mais il a gardé la colonne vertébrale, entre guillemets. Et le reste, c'était tous des joueurs qui sont arrivés. Donc, après, les moyens, les points négatifs, oui, c'est vrai que début de saison, on va dire, il a pété un plomb, c'est sûr. Il a la gestion des émotions. J'allais venir justement sur le comportement. Sa sanction va prendre fin dans 2 mois. Mais on l'a encore vu un peu nerveux en Coupe d'Europe, notamment face à Utrecht. Est-ce que c'est pas peut-être son talent d'Achille, cette émotivité à Utrecht, il s'est pris le bec avec le coach adverse, alors qu'il revient juste de suspension. Ça fait un peu, il peut jouer des matchs de Coupe d'Europe, il est pas loin de se faire exclure. Donc non, je pense c'est sa mentalité, c'est sa manière d'y être sur le terrain. Il a les moments forts, il a les moments de faiblesse. C'est juste de savoir contrôler. Il a une limite. Le coach, il va parler, le coach, il va crier, le coach, des fois, il aura cette discussion, ces conflits avec le bon adverse, etc. Mais c'est là qu'à un moment donné, il ne faut pas aller plus loin parce que ça peut prendre carton rouge, ou être suspendu, etc. Mais on voit d'autres coachs qui vont se bagarrer, mais il a une limite. À un moment donné, il prend de recul, il a l'adjoint qui se lève, il a le préparateur de gardien qui se lève, donc ils s'échangent entre eux. Mais je pense oui, quand il a pris la suspension, là, il a pété un plomb pour le coup de tête qu'il a fait. Mais sinon, je trouve que c'est normal de discuter d'être agressif des moments. Ouais. Justement, pour montrer pour l'équipe, on est là, on est avec vous, on a pression. Justement aussi là, parmi les reproches, il y a un coaching trop tardif. En fait, les gens lui reprochent beaucoup sa lecture des matchs parfois et ses changements parfois un peu trop tardifs. Est-ce que tu entends cette critique le concernant ou tu trouves qu'elle est dure, cette critique, ou tu la comprends? Toi qui es coach. Il a les deux. Il a les deux. Il a les deux côtés. Il a les deux côtés. Et des fois, c'est son ressenti, en fait. S'il ressent que l'équipe va bien, des fois, que tu n'as pas besoin de faire de changements, c'est à lui. Mais par exemple, tu vois, tu as la justification de Jorge Maciel après Toulouse, quand il n'y a eu que 2 changements dans le match, dont un à la 93e. Avec des joueurs qui venaient d'enchaîner une longue série de matchs, il a dit qu'il avait des joueurs qui pouvaient rentrer et apporter des choses. Après, il y avait une chose importante chez eux, donc côté Toulouse, le coup franc. Donc ça a beaucoup pesé dans nos choix. Est-ce que tu entends cette justification, pas vouloir déséquilibrer l'assise, quitte à finir avec des joueurs très fatigués? On le voyait, il y a pas mal de joueurs, après l'égalisation, on sentait qu'ils n'avaient plus rien du tout. Et est-ce que tu l'entends, cette justification de la part de Maciel, pas faire rentrer les joueurs pour pas casser le schéma défensif, au risque de finir avec des joueurs complètement bouillis qu'on a vu face à Toulouse, quoi? Oui, je comprends sa déclaration. J'ai vu à la mi-temps quand il a dit, voilà, il faut pas qu'on tombe dans la tranquillité parce que Toulouse, c'est une équipe
forte qui peut. Il ne faut pas qu'on revienne pour la deuxième mi-temps tranquille. Donc, il savait déjà. Il avait cette vision. Je crois que le coach a parlé dans le vestiaire. Donc, après, d'échanger ou pas, peut-être que Toulouse est dans le moment fort de match. Oui, tu casses un peu, tu changes, tu vas gagner 30 secondes, tu vas gagner 40 secondes, 1 minute. Ça casse un peu le rythme. Ça aussi, ça fait partie, comme je t'avais dit tout à l'heure, le vice. Hein? Oui, si tu vois qu'il y a certains joueurs qui sont fatigués, même s'ils sont expérimentés, mais ils sont fatigués, de mettre un nouveau, ça peut changer aussi. Juste pour finir sur Paulo Fonseca, après on passera brièvement sur match de Nice et on ira vers toi. Dernier point, je voulais quand même te demander quel regard tu portes sur l'animation sans numéro 9 qu'on a pu voir dans les gros matchs, Marseille, Rennes ou Lille. Est-ce que pour toi ça peut être pérenne ou alors Satriano est devenu incontournable dans cette équipe, mine de rien? Le fun neuf, c'est de plus en plus utilisé par les équipes, surtout quand tu as 2 joueurs de couloir qui jouent vers l'avant, qui vont vite et qui vont utiliser la profondeur, le dos de la défense adverse. Par exemple, de ces cas-là, des fois, il y a Tolisso qui a joué comme faux neuf. Ça peut être un joueur pour décrocher, pour recevoir le ballon, pour faire sortir un défenseur et justement les couloirs, les excentrés qui peuvent utiliser l'espace libre. Donc, ça dépend le profil de chaque joueur, ça dépend le profil, ça dépend le système d'être nombreux au milieu de terrain, avec Tolisso par exemple. Il y a plusieurs manières. Le système Tolisso-Mera, c'est 2 numéros 10 qui se projettent avec les 6 qui peuvent se projeter vu qu'il y a des joueurs pour couvrir. C'est un peu plus illisible pour l'adversaire. Bah, c'est un peu compliqué pour l'adversaire. Les défenseurs, ça peut confondre la tête, le système des défenseurs. Parce que quand tu as un feu neuf, tu sais pas si tu sors, si tu restes. Si le feu neuf, elle est entre les lignes, entre la défense et le milieu de terrain. Donc, ça, il faut travailler. C'est pas un joueur comme Haaland à Manchester City, c'est vrai un neuf. Et avant, il avait plus. C'est impossible de jouer avec un feu neuf. Avant, c'était obligé d'avoir un neuf, un point de fixation. Aujourd'hui, on perd ça. On perd ça. Donc, ça peut déséquilibrer l'équipe adverse. Oui, ça peut. Ça peut déséquilibrer. Après, ça peut marcher. Des fois, oui. Des fois, non. Ça dépend de match. On va passer au match suivant, très brièvement, le match de Nice. C'est l'actualité, c'est ce week-end, c'est samedi. Alors, l'OL devrait récupérer Abner et Rémi Descamps de blessures pour l'occasion, donc c'est bien, l'infirmerie se vide. Faudra quand même faire le point avec les retours de sélection. Là, pour l'instant, il est trop tôt, c'est pour ça que je ne vais pas proposer de compo type, parce que c'est trop tôt dans la semaine, ça serait une bêtise de le faire. J'ai remis le classement où l'OL est 4e, ex-aequo avec l'OM et Strasbourg, et 1 point derrière le PSG. Voilà. Comment tu vois ce déplacement à Nice samedi face à cet adversaire? Quel regard tu portes sur le Nice de Franquès en ce début de saison? Il a des hauts et des bas. C'est vrai que Franck, le coach, il n'a pas trouvé encore, je pense, le système idéal pour cette équipe de Nice. Mais c'est une équipe toujours dangereuse à jouer. On connaît la qualité de coach, on connaît la qualité des joueurs. Ils peuvent faire des super matchs, comme ils peuvent faire des matchs un peu bizarres, des résultats un peu bizarres. Donc le déplacement, c'est pas évident, mais comme tu as dit, avec la trêve internationale, l'arrivée des internationaux, de voir qui est fatigué, qui n'est pas fatigué. Donc, il faut avoir vraiment une conversation, une analyse des joueurs
pour mettre la meilleure équipe. C'est pas les meilleurs joueurs. Il faut mettre la meilleure équipe, surtout physiquement, parce que ça va courir. Ça va il faut s'attendre à un turnover sur ce match, en sachant que les Américains, les Sud-Américains et Américains, Tessmann, Tagliafico, rentreront au mieux jeudi en fin de journée ou vendredi. Est-ce qu'il faut forcément penser turnover dans ce genre de match? Après, ça dépend qu'est-ce que les joueurs ils vont dire. Le coach, il aura une discussion avec eux. Je pense qu'eux vont être sincères. Si ils disent oui, j'ai envie de jouer, bah ils vont jouer, c'est sûr. Donc c'est ça que à l'époque Géraudier nous faisait avec il posait la question. Il posait la question en disant voilà, je compte sur vous, mais vous venez de rentrer. Tu disais jamais non. J'aimerais bien, que vous jouiez, mais je comprends. Donc, et des fois, le coach, il sentait déjà à l'entraînement. La veille de match, par exemple, il dit non, je ne vais pas te faire jouer parce que je sens que tu es fatigué. Et après, des matchs internationaux, on rentrait des matchs internationaux, on jouait le week-end de Ligue 1 et après, il avait la Coupe d'Europe. Donc, des fois, Géraudier, d'autres coachs, ils nous laissaient en repos en Ligue 1 pour jouer la Coupe d'Europe après. Et quand ils demandaient ton avis, toi, tu disais jamais non. Tu disais jamais que tu étais fatigué. Non, moi, je voulais jouer. Moi, je voulais jouer à chaque fois. Moi, je préférais jouer. Donc, le voyage, oui, c'est fatigant. Déplacement, etc. Mais avec une bonne nuit bien faite, oui, ça pouvait aller, oui. Juste pour finir sur ce match, j'ai deux questions. Pour toi, est-ce que le coup d'arrêt de Toulouse peut avoir des répercussions sur ce match? Est-ce qu'il peut être dans les têtes ou pour toi, il y a eu 15 jours, ça permet de l'effacer? Comment on aborde un match après une défaite cruelle comme celle de Toulouse? Parce qu'on peut le dire, c'était un braquage toulousain, c'était pas mérité. Comment on aborde le match d'après? Avec une longue trêve au milieu en plus. Je pense que les joueurs, ils ont eu le temps d'analyser cette défaite contre Toulouse, surtout les internationaux qui sont partis. Après, ils ont passé à une autre chose, ils ont changé l'atmosphère complètement. Maintenant, ils vont arriver, ça va parler un peu. Après, c'est la gestion de coach, comment il va aborder tout ça au niveau des vidéos, au niveau de causerie. Oui, c'est vrai qu'on dit tout le temps, il ne faut pas perdre deux matchs d'affilée. Voilà. Donc, après, je pense que l'équipe peut aller à Nice et remporter ce duel. Ça va être pas facile, mais c'est pour ça que je dis que le coach doit faire des vrais choix pour aborder ce match. Ton pronostic pour ce match? Bah, je vais toujours dire une victoire d'Olympique Lyonnais. Voilà. Surtout que dans la phase que le club traverse, qui est clean shot, etc., ça peut faire une belle victoire, même si c'est 1-0, c'est Sophie. On passe au calendrier avant de rentrer sur. Alors là, ça va aller très vite, hein, le calendrier de l'OL. Alors, ce qui attend l'OL après sur ce bloc octobre-novembre, il est copieux. Nice samedi, donc après il y aura 2 réceptions. Le FC Bâle le jeudi à 18h45 en J3 de la Ligue Europa, puis Strasbourg, gros choc là par rapport aux équipes de haut de tableau, le dimanche suivant, dimanche soir. On enchaîne ensuite 3 déplacements consécutifs. Paris FC, Brest, Betis. Et on termine ce menu avec la réception du PSG dans 4 semaines. Voilà, est-ce que c'est pas le plus dur qui est à venir quand on voit cette série-là? Elle paraît quand même très compliquée. Il y a ces 3 déplacements consécutifs qui font dire que
Oui, c'est comme ça. Le club doit passer par là, les joueurs doivent passer par là aussi. Donc, déjà, des gros matchs, des matchs importants. Et ça, t'as pas le temps de relâcher. Ça, c'est bien parce que quand tu vas à Nice, tu reçois Bâle et Strasbourg à domicile. Déjà, les trois premiers matchs, c'est pas évident. Surtout que Strasbourg, c'est une équipe qui joue au tableau, qui est en forme à ce moment. Paris FC, voilà, ça joue bien. Très riche. Brest, l'année dernière, c'était super, mais le coach Eric c'est intelligent, c'est expérimenté. C'est un club qui Et le, progresse tous les ans. et le Stade Francis Leblay, c'est pas le déplacement le plus facile pour Lyon, hein. Historiquement, ça a toujours été un peu compliqué d'aller là-bas. C'est ça, c'est ça. Mais bon, pour arriver à Paris, je pense il a un chemin. Et le chemin, il n'est pas facile. Mais les joueurs, ils doivent aimer jouer des matchs comme ça. Et ça, c'est important pour des joueurs qui jouent à l'Olympique Lyonnais, de retrouver des clubs, des équipes comme ça. On vient maintenant à toi, le dernier volet de l'émission, sur le grill. Et dans cette dernière partie, on va parler de toi, de ton actu et des OL Legends dont tu es président et qui, comme on disait en début d'émission, ont joué hier leur premier match officiel de cette nouvelle mouture face à Colombier-Saunieux. Alors tout d'abord, comment tu as décidé de t'impliquer dans le projet OL Legends? Déjà, ça vient de longue date avec Anthony Réveillère. On avait ce projet à l'époque de Jean-Michel Aulas pour lancer ce projet des anciens. Et ça a pris un peu de temps. Ça a pris un peu de temps, oui, mais ça a continué. Après, c'est Sonny qui est rentré, Sonny Anderson qui est rentré dans le projet aussi, avec Govou, etc. Et aujourd'hui, avec John Texter et Prud'homme, quand ils étaient là, on a proposé le projet, on a montré le projet surtout. On a eu des rendez-vous avec Prud'homme et c'était validé, le projet OL Légende, justement pour se retrouver, de lancer les anciens, de amener le nom d'Olympique Lyonnais à droite, à gauche, avec une association. Par exemple, le match hier, c'était Dr. Clun. C'était L'association de super. Bernard Lacombe. De Bernard Lacombe, exactement. Où j'avais fait plusieurs visites avec Bernard à l'époque, etc. Donc, de poder aider d'une manière ou d'autre avec notre vécu, d'aller à la formation, de parler avec les jeunes, d'aller à droite à gauche, comme je viens de dire. Donc, c'est un projet que ça nous tient au cœur. C'est important dans l'histoire. On a eu une histoire et maintenant, tous les ans, il y aura des anciens qui vont arriver. Hein, par exemple, il y a Umtiti qui vient de dire qu'il est à la retraite. Il va pouvoir, s'il veut bien, on va tout faire pour qu'il vienne, qu'il participe, qu'il joue 2-3 matchs, qu'il joue 5 minutes, 10 minutes, mais d'être là. Donc, et ça va venir. Hein, ça va venir. Donc, ça, c'est un projet à long terme de faire des matchs, de voyager, d'amener le nom d'Olympique Lyonnais. Justement, en tant que président, quels sont les projets parmi les clubs de vétérans qui t'ont inspiré? Tu t'es dit, ah ça, j'aimerais bien faire comme eux. Il y a un club comme ça, il y a quelques clubs, il y a des choses que tu as vues à l'étranger qui te font dire, j'aimerais bien qu'on arrive à terme avec l'association à faire ça. Donc, il y a des exemples comme avec les Brésiliens, on discute beaucoup. Donc, j'ai des Brésiliens, par exemple, Gilberto Silva à Arsenal, Roberto Carlos à Madrid, Edmilson à Barcelone. Donc, en discutant avec eux, il a le côté positif, par exemple, de faire des matchs en Afrique, de se retrouver, par exemple,
les matchs contre Madrid, quand on jouait en Coupe d'Europe, de refaire un match des anciens, de se retrouver, de discuter, d'amener le public, les supporters. C'est important tout ça. Donc, il y a plusieurs. Des fois, ils vont se retrouver. Là, par exemple, au Brésil, ce week-end, il y a eu un match au Maracanã les anciens de l'équipe nationale brésilienne contre les anciens de l'équipe italienne. Ah, bien. Donc, pour revivre la finale de 94. Hein, donc, c'est extraordinaire ça. Et je parie qu'au Brésil, ça remplit le Maracanã, ce genre de. Oui, ce sont des événements que les gens ils veulent aller voir. Ils savent qu'il y aura des buts. Ils savent qu'ils vont retrouver, regarder les anciens qui ont marqué l'histoire de l'équipe nationale. Et nous, notre objectif, c'est la même chose, de pouvoir partager ces moments avec eux. J'en viens ensuite. Justement, vous avez présenté le nouveau maillot dernièrement. Vous avez joué votre premier match hier. Donc, on est bien dans l'actualité. Est-ce qu'on peut avoir des infos sur les projets en cours et à venir et peut-être d'autres matchs en prévision ou c'est encore trop tôt ou tu as quelques annonces à faire? Vas-y. Non, déjà, c'est tout un début. On est en train de mettre tout en place. Par exemple, le 30 novembre, le match OL Nantes, on va faire un match entre nous au Groupama Center, au centre d'entraînement à côté. Et ça va être OL A, OL Légende A, OL Légende B. Donc, on va faire le mélange entre nous et on va jouer entre nous. Donc, les supporters, bien sûr, va pouvoir venir nous regarder. Et après, on va tous ensemble regarder le match des pros contre Nantes. Après, il y aura, par exemple, une fête de Noël entre nous au stade, par exemple, où on est en train de voir le lien pour se retrouver tous ensemble, etc. Après, des projets d'aller en Martinique, par exemple, faire un match là-bas aussi contre une équipe locale. Il a des projets de visiter des hôpitaux. On est à fond dans les projets, donc ça nous prend un peu de temps parce que et on prend du plaisir aussi par rapport à tout ça. Justement aussi, je voulais te poser la question, combien d'anciens joueurs ont déjà rejoint l'association aujourd'hui? Vous êtes combien dans l'association désormais? Oh là, l'association, on est plus de 30 déjà. C'est un bel effectif. Oui, il a un bel effectif parce qu'il faut avoir un bel effectif parce que il a des contraintes. Par exemple, hier, on a eu 17 joueurs. Donc, il a des contraintes. Il a certains qui ont des contrats avec la télé. Il a certains qui ne peuvent pas venir. Ils ont des rendez-vous. Il a la famille, etc. Donc, et nous, on doit s'adapter. Donc, peut-être que hier, il y a certains qu'on peut venir. Voilà, 17. Le prochain match, on verra. Le 30, par exemple, on doit avoir 12 équipes. Ouais, parce que, donc là, il en faut 24, au moins. Il faut 24, même plus, parce qu'il faut avoir du bon. Oui, bon, parce qu'il faut faire tourner. Les anciens, ils ne peuvent pas tenir 90 minutes. Pas tous. Ah oui. Donc, mais ils viennent petit à petit. Il a les anciens, très anciens qui ne peuvent pas jouer, mais qui sont là aussi. Voilà. Mais il a les blessures aussi, donc on doit s'adapter par rapport à ça. Mais de plus en plus, ils viennent, ils veulent venir et les portes sont ouvertes. Alors, justement aussi, au lancement d'OL Légende, ça s'est d'abord fait au Groupama Stadium. Avant la présentation du maillot, il y avait eu un pré-lancement qui était intervenu en fin de saison dernière. Depuis, les directions ont changé. Donc, la question que j'ai envie de te poser, quels sont aujourd'hui les liens entre le club et vous dans ce projet? Est-ce que c'est toujours... il y a toujours beaucoup d'échanges ou c'est un peu différent depuis que
que ça a changé de direction? Parce que justement, ça a changé de direction en cours et vous avez aussi fait 2 présentations distinctes avec le maillot et la première présentation. Non, c'est pas distant. Non, non, non. Il a la même manière. Ils sont au courant du tout. Voilà. Ils participent de réunions. Parce que l'objectif, c'est ça. C'est justement de partager tous ces moments avec la direction. Donc, il a le Royal Légende, il a la direction de club. Donc, on vous fait que un moment de partage. Non, 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 c'est pas parce que ça a changé de direction, etc. Non, là, il a la même discussion entre nous. Donc, ça se passe super bien. Franchement, ça se passe super bien parce que on pensait qu'il allait être un peu bloqué, etc. Mais en fait, il a une liberté énorme de discuter, de parler, Justement, c'est ce que j'avais vu quand il y a eu la première conférence de presse. On avait posé la question, savoir si vous allez être muselé par rapport au club, par rapport au droit de parole. Et on se rend compte qu'il y a une énorme liberté. Le club vous met pas de bâton dans les roues pour donner votre avis. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous pouvez communiquer dans les médias. Il n'y a pas de charte entre guillemets pour museler les légendes. Vous êtes complètement aujourd'hui différencié du club. De toute façon, vous avez un maillot à part, mais par contre, vous avez aussi votre liberté. Oui, on a liberté, mais il a ces discussions justement pour qu'il sache qu'est-ce qu'on fait. Tu vois, où on y va, comment il va aussi, comment on va jusqu'à l'endroit. Donc, on ne veut rien cacher parce que c'est l'image de club, c'est l'institution aussi. Donc, on ne va pas faire n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que c'est important cette communication, c'est important de parler, de discuter. On a notre avis, oui, on a la manière de voir les choses. Et on ne va pas se priver de tout ça. Mais on est bien de dire. Petite question par rapport à tous les amoureux que tous les amoureux du Grand OL se posent. Est-ce que Chris va parvenir à ramener Juninho, tirer quelques coups francs en vétéran ou ça sera difficile? Pour être sincère avec tout le monde, ça va être compliqué. J'ai eu Juninho au téléphone. Je pense Juninho, il est très déçu. Il est très déçu par rapport à son passage comme directeur sportif au club. Il a essayé de faire son meilleur pour le club, pour lui-même. Je parle de moi, je parle pour moi, que Juninho, quand il est venu, il a recruté quand même des joueurs, surtout brésiliens, qui aujourd'hui sont en équipe nationale. Et sont des meilleurs joueurs de l'équipe nationale. Bruno Guimarães, Paquetá. Et personne n'a parlé de ça. Personne n'a parlé de ça. Il a fait venir ces joueurs que personne ne connaissait. Ils l'ont vendu assez cher. Et aujourd'hui, ils sont en équipe nationale presque à jeune Coupe du Monde. Et Juninho, il était beaucoup jugé ici en équipe nationale, olympique lyonnais. Malheureusement. Par rapport à son nom, par rapport à son aura, par rapport à... de toute façon, les grands joueurs sont toujours plus jugés et ouais. C'est plus difficile. Peut-être qu'il a beaucoup de caractère, il a beaucoup d'attitude. Et des fois, il voyait les choses, il n'acceptait pas. Et des fois, il n'arrivait pas à cacher, comme certains cachent, qui ne vont pas parler. Et Juninho, il est humain, il est honnête. Quand il voit les choses que ça ne va pas, il va dire. Il ne va pas laisser passer. Ah, ce n'est pas moi. Non, c'est le club. Et Juninho, tout ce qu'il a fait, je suis sûr certain qu'il a pensé à l'institution. Il ne pensait pas à lui. Il pensait à l'institution, justement, quand il était joueur. Quand il était joueur, il pensait à l'institution. Et après lui. Ce n'est pas lui et après l'institution. Non, c'est différent. Donc, Juninho, je le connais, je sais comment il fonctionne. Et malheureusement, ils l'ont jugé mal.
parce qu'il y avait certains dans le club qui avaient peur de perdre leur place. Et là, malheureusement, pour être sincère, ils ont mis un couteau dans le Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est cassé et ça sera difficile de le ramener, c'est ça? Ah bah aujourd'hui, ça va être compliqué de l'amener qu'ils viennent à OL Légende. Même je pour pense, jouer des matchs, pour retrouver un peu de plaisir sur le terrain avec les copains, ça serait même là. Non, je pense qu'il a perdu le plaisir du ballon, quoi. Je pense qu'il a perdu le plaisir. C'est moi qui dis, hein, c'est pas lui. C'est moi qui dis. Mais par rapport aux discussions, tout ça, je pense qu'il a perdu le plaisir. On va venir à toi. Tu as été formateur à l'OL, puis entraîneur en division inférieure, Chasselet, au Mans, à Versailles, à Châteauroux. Où en es-tu désormais de ta carrière d'entraîneur et dans tes projets individuels hors OL Legend? T'en es où? Mes projets, mon dernier club, c'était Châteauroux jusqu'à l'année dernière, la saison dernière. Tout s'est bien passé, on va dire. J'arrive dans un club qui était en difficulté. On a réussi à faire un super deuxième partie de championnat. J'ai décidé de partir. J'ai pas voulu rester. Le président voulait que je reste. J'ai préféré partir. Aujourd'hui, j'ai pas de projet. J'analyse, je regarde. Il y a la France, il y a l'étranger comme Portugal, Belgique, même la Suisse. J'analyse un peu. Là, c'est le moment qu'il aura un peu de changement, qui va bouger un peu à droite, à gauche. Et j'ai des priorités. Voilà. Et j'attends. Je vais visiter des clubs, je vais regarder des matchs pour avoir des analyses, pour faire mes propres analyses. Et, pour rester en veille, pour rester en veille et pour analyser différemment parce que là, le métier, il faut regarder beaucoup de matchs, les systèmes, il faut analyser les systèmes, comment certains clubs jouent, etc. Donc, j'ai pris un temps justement pour travailler tout ça, en attendant un projet, bien sûr. Est-ce que tu rêves toujours d'entraîner l'OL à l'avenir? Tu l'avais dit il y a quelques années que c'était un objectif. Est-ce que c'est toujours un objectif où tu es passé? Je laisse faire. Je peux pas fixer que ça, que c'est un objectif d'entraîner Olympique Lyonnais. C'est vrai qu'en France, je jouais que à Olympique Lyonnais. C'était 8 ans comme joueur. Mais s'il a un autre club, oui, pourquoi pas. Pas Saint-Étienne quand même. Hein? Pas Saint-Étienne quand même. Hein. Non, j'ai beaucoup de respect par Saint-Étienne. Mais l'histoire que j'ai eue avec Olympique Lyonnais, je peux pas casser ça. Et là, je dis clairement, c'est pas une question d'ego, mais c'est le respect que j'ai pour l'Olympique Lyonnais par rapport au derby. Et j'ai beaucoup de respect pour Saint-Étienne, ouais. Juste pour finir sur l'entraîneur, après on verra s'il y a quelques questions. Pour finir sur l'entraîneur, est-ce que un retour entraîné au Brésil, c'est une possibilité pour toi? Parce que là-bas aussi, tu as quand même tu représentes quelque chose au Brésil. Est-ce que ça t'a tenté à un moment donné de te dire essayer d'entraîner dans le Brasileiro, ou c'est quelque chose qui te paraît loin, c'est pas un objectif? Justement, je suis parti au Brésil. Je suis allé à Rio pendant 2 semaines là, au mois de fin août. Et j'ai visité certains clubs comme Flamengo, Botafogo, Vasco, pour regarder leur évolution, les infrastructures, tout ça. Et franchement, ça m'a touché, j'étais étonné parce que il a une évolution énormément positive. Quand j'ai vu les centres d'entraînement des 3 clubs que j'ai cités, c'est énorme. Il a vraiment la qualité. Donc,
j'ai vu des choses très positives. J'ai regardé des matchs aussi. Mais on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. S'il y a une possibilité, oui, c'est une possibilité. S'il a l'opportunité d'aller là-bas, d'entraîner une équipe brésilienne, un club brésilien, oui, je vais analyser et peut-être que je peux aller. Ouais. Juste pour finir, là, j'ai vu passer une question dans le chat qui m'avait fait sourire, parce que c'est un moment aussi iconique de ton passage à Lyon. C'est une question, je ne sais pas si on peut nous la mettre, par rapport au but du dos que tu avais mis. Voilà. Ouais, Voilà, c'est ouais. celle-là. Elle m'avait fait rire. Ça c'est un moment quand même iconique, mais je pense que ça avait fait mal, ce but-là. C'est le but le plus Oui, beau. oui. C'était contre Le Mans. Le Mans, ouais, tu contres le dégagement Ouais, de de Pelé. Pelé. Ouais. Justement, non, non, c'était, ça restait la marque, oui. La trace de ballon, ça restait. Tu l'as eu combien de temps, la trace de ballon? Ça brûlait un peu. Oui, bah, je peux pas dire combien de temps, mais c'est resté un peu. Parce que ça brûlait, comme c'était pas très loin. Mmh. Il pleut et il frappe assez fort parce qu'il voulait faire un contre-attaque. Mmh. Et à ce moment, je saute et ça tape vraiment fort. Donc, et Et puis, à la commémoration avec Juninho, et je vois que je fais les mains comme ça parce que ça brûlait, quoi. je l'ai revu récemment, j'avais rigolé sur ce but-là, j'ai fait, c'est vrai, ce but, il est assez iconique. Et au final, avant Ronaldinho, tu avais inventé le Maldinho. C'est ça. C'est toi qui l'avais inventé. Bon, on va finir là-dessus. Je te remercie, Chris. Merci de ta disponibilité. Bah, merci. Merci à tous d'avoir regardé. On a le replay, évidemment, parce qu'on sait très bien que l'horaire n'était pas forcément facile pour tout le monde. Donc, on laisse le replay. C'est là-dessus que les gens vont le voir, comme habituellement. Mais ça nous a permis d'enregistrer en direct. C'était sympa. Ça permettait aussi une interactivité s'il y avait quelques questions. Ça donnait un petit plus. Voilà. En tout cas, merci, Chris. Merci à toi et merci à tous.